On se pose toujours la question de savoir quel sera l'impact, quel est l'impact majoritairement de cette mise à jour Ethereum dans l'écosystème crypto. Si tu as regardé la vidéo dont j'ai fait avant, je te parlais de comment est-ce que les ETF du côté de Ethereum sont majoritairement attendus et comment ça peut avoir un impact assez considérable dans l'écosystème de façon générale. Parce que Ethereum, c'est vrai, les frais de transaction sont très élevés sur la blockchain Ethereum, mais les autres projets qui sont autour de Ethereum rendent comme ça Ethereum assez attractif et pourraient faire en sorte que une approbation des ETF Ethereum profite majoritairement à ces autres projets qui sont connexes à Ethereum. Quand je parle des projets qui sont connexes à Ethereum, je parle des Layer 2, je parle de la finance décentralisée, je parle des concurrents, des rivaux d'Ethereum. On voit les Solana, on va voir d'autres blockchains, les Avalanche, les Sui, les Aptos, les Sei et tout ça. Ce sont des projets qui sont connexes à Ethereum et donc si Ethereum connaît une certaine effervescence, une certaine prise de valeur considérable, croyez-moi, cet argent va également se repartir sur ces autres projets-là parce qu'il y a des haters naturellement. Et donc, ils vont se dire, moi, je ne veux pas Ethereum. Et en plus, les frais de transaction étant très élevés, moi, je préfère aller ailleurs et faire d'autres choses de mon argent. Donc, ça peut beaucoup profiter à d'autres personnes par rapport au Bitcoin qui est détenu par beaucoup plus les personnes qui étaient là soit trop avant, soit les personnes qui ont des gros capitaux. Ethereum justement et Bitcoin n'a pas forcément les mêmes utilités aujourd'hui que Ethereum. Donc ce rapport, c'est un rapport que j'ai reçu de HTX, donc qui est un exchange Yobit, donc je pense bien que vous connaissez très bien, et qui est très intéressant, qui parle du restaking. Et le restaking, c'est tout simplement une fonctionnalité qui est arrivée sur Ethereum après qu'on ait migré vers la preuve d'enjeu. Et cette preuve d'enjeu-là a permis aux personnes de bloquer 32 Ethereum sur le protocole pour pouvoir être des validateurs avant d'arriver à la preuve d'enjeu. Donc le fait que les Ethereum étaient bloqués et que ces personnes n'avaient pas la possibilité de retirer, une opportunité comme ça s'est créée de dire ok, on va mettre un token qui va représenter ces Ethereum. Donc c'est d'une certaine façon ce qu'on appelle une tokenisation. On a donc tokenisé ces Ethereum là pour créer un S Ethereum, bon, pour le stake Ethereum. Et ce S Ethereum par Lido Finance a connu beaucoup de liquidités et ça reste l'un des endroits où on a le plus de liquidités dans l'écosystème Ethereum d'une certaine façon. Mais il se posait un problème avec le S Ethereum que va venir résoudre comme ça le restaking, malgré que jusque-là, ça cause toujours certains problèmes. Et on peut donc se retrouver en train d'aller à l'infini avec le restaking et ça donne beaucoup plus de risques au fur et à mesure qu'on apporte des services pour quelque chose qui est déjà un service sur quelque chose, un service, ainsi de suite. Vous comprenez très bien, plus on monte, plus on est fragile. Plus on va en hauteur, plus on est fragile. La meilleure façon est d'être plus safe, d'avoir ces Ethereum, c'est de les avoir directement en Ethereum et non pas en S Ethereum ou bien au dérivé de tout ce qui vont suivre comme les Eigen Layers et tout ce qui va se mettre au-dessus des Eigen Layers et après. Si vous avez compris ça, allons maintenant dans la vidéo. Mais avant de continuer, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo pour bénéficier comme ça des tonnes de contenu qu'il y a déjà sur la chaîne qui vous permettent de grandir dans la connaissance de cet écosystème crypto-monnaie. Et si tu veux comme ça nous rejoindre dans notre groupe privé, le lien c'est en description de cette vidéo où on va parler des projets bien avant que ça n'arrive sur la chaîne. Et donc vous serez beaucoup plus early dans le groupe et vous pouvez même décider quels sont les projets que vous voulez qu'on couvre et on va donc les analyser comme ça avant que ça ne se retrouve sur la chaîne Elvis Condio. Donc va donc nous retrouver dans le groupe privé, il y a beaucoup de choses de ce côté-là. Donc allons dans ce rapport. Donc, ce rapport nous explique un peu la genèse du restaking comme j'expliquais tantôt. Donc le fait que les Ethereum étaient bloqués, qu'on ne pouvait pas attendre et qu'on ne pouvait pas d'une certaine façon les retirer avant une certaine période, a donc créé cette opportunité d'abord de Lido Finance. Et après on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces Ethereum de Layer 2 là pour sécuriser un autre réseau? Donc on va prendre les Ethereum qui ont été stakés dans le S Ethereum, on va prendre cela
pour sécuriser une autre blockchain. Parce que ce qui fait la sécurité d'une blockchain, d'une certaine façon, ça dépend du consensus. Si on est dans un consensus de preuve d'enjeu, alors la sécurité de ce réseau réside uniquement dans le fait que les gens ont apporté leur argent au protocole. Les gens ont apporté leur argent pour sécuriser ce réseau. Et donc, ça peut créer les opportunités pour les personnes qui ont un peu de capitaux. Et EigenLayer, qu'est-ce qu'il s'est dit? On va donc permettre de créer un réseau où les personnes vont utiliser le S-Ethereum pour pouvoir sécuriser notre réseau. Ça fait que les gens peuvent sécuriser deux réseaux en même temps. Quelqu'un qui a de l'Ethereum, il peut d'abord aller chez Lido Finance, bloquer, staker, et quand il stake, on lui donne le S-Ethereum. Mais ce S-Ethereum peut également servir dans la finance décentralisée, mais peut encore servir dans le Layer 2. Donc tu peux utiliser ce S-Ethereum et tu vas maintenant staker dans EigenLayers, par exemple, pour pouvoir sécuriser le réseau de EigenLayer et bénéficier à deux niveaux. Parce que Ethereum va d'abord te donner les bénéfices sur ton Ethereum que tu as bloqué. Le S-Ethereum qu'on t'a donné, tu vas maintenant aller sécuriser le EigenLayer avec. On va encore te donner une autre crypto-monnaie. Et du coup, tu bénéficies doublement sur tes crypto-monnaies, sur ta crypto-monnaie. Et même ce revenu qu'on va te donner avec EigenLayer, normalement, tu peux encore aller le restaker dans un autre protocole de finances décentralisées, peut-être au-dessus de la blockchain de EigenLayer, pour pouvoir bénéficier encore d'un autre revenu. Ça fait 3 revenus comme ça que tu peux avoir avec uniquement un Ethereum que tu avais à la base. Et c'est fou parce que on peut se poser la question, mais d'où vient tout cet argent? Est-ce que c'est pas d'une certaine façon trop risqué? Est-ce que mais bon, c'est pas ça le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de comprendre donc le restaking. Le restaking, ça permet de prendre quelque chose qui avait été staké et aller maintenant le restaker ailleurs. Donc on va prendre le native staking, on va prendre une crypto-monnaie, tu prends une crypto-monnaie, tu stakes et on va te donner un bénéfice. C'est tout ce que tu peux faire de façon native avec ton Ethereum de façon native. Donc tu prends ton Ethereum, tu stakes de façon native et on te donne le bénéfice et après tu peux retirer ton Ethereum. Fini. Maintenant le restaking est différent. Tu prends ton Ethereum, tu envoies dans un protocole de restaking comme de staking, en fait pas de restaking mais de staking comme Lido Finance, exemple, ça c'est un exemple. Quand tu le stakes là-bas, on va te donner ton S-Ethereum. Et avec ce S-Ethereum, donc ce que Lido Finance fait, qu'est-ce qu'il fait? Lido Finance va aller staker ton Ethereum dans le protocole natif. Donc il va aller staker directement dans le protocole d'Ethereum. Et il va donc reprendre les bénéfices et partager ces bénéfices avec toi. Ok? Moyennant une certaine commission. Mais sauf qu'il t'a donné le S-Ethereum. Et ce S-Ethereum qu'il t'a donné, tu es encore liquide parce que c'est comme si tu as encore ton Ethereum. Mais ce S-Ethereum qu'on t'a donné, tu peux utiliser ça de plusieurs façons. La première façon, c'est d'aller être un fournisseur de liquidité dans les protocoles de finances décentralisées ou bien d'aller encore restaker cela dans un autre protocole de restaking. Et tu vas donc avoir deux bénéfices. Le premier bénéfice t'est donné dans le premier protocole comme Lido Finance. Tu as le premier bénéfice dont je t'expliquais tantôt. Et tu peux maintenant aller restaker ce S-Ethereum dans EigenLayer par exemple, ou bien dans ETFI qui est en train d'arriver de se lancer dans le launchpad de Binance par exemple, et on va te donner un autre bénéfice encore. Ça fait deux bénéfices. Donc ce schéma est d'une certaine façon récapitulatif. Et tu vois qu'il y a quelque chose de fondamental qui est différent dans ce deuxième schéma. Dans le deuxième schéma, il n'y a pas le fait qu'on va bloquer ce S-Ethereum quelque part. Non, on ne va pas bloquer ce S-Ethereum quelque part. Parce que c'est le protocole lui-même qui en a besoin pour implémenter une logique avec ce qu'il va gagner. Alors que dans le cas de Lido Finance, ce qui génère les bénéfices, ce n'est pas Lido Finance. C'est donc le fait qu'il va aller bloquer cela dans le protocole natif qui va donc le payer et il va te payer par la suite. Or, dans ce cas-ci, avec ton S-Ethereum, tu vas plutôt bloquer directement dans un protocole qui a implémenté une certaine logique et c'est le protocole qui te paye directement. Il peut y avoir des protocoles qui vont se mettre ici au milieu, par exemple. Des protocoles vont dire, peut-être aller sur EigenLayer, c'est peut-être trop compliqué. Ils vont se dire, ok, nous on va être une certaine forme de quelque chose ici au milieu, où tu vas mettre chez nous, et nous on va aller mettre chez EigenLayer, et on va te donner un bénéfice, et EigenLayer va payer au protocole, et on va te prendre une certaine commission derrière. Et vous comprenez donc très bien que
plus il y a des intermédiaires dans cette chaîne directe-là, moins il y aura de récompenses pour vous parce que ces personnes vont grappiller de l'argent, grappiller ces bénéfices-là au fur et à mesure avant de te redistribuer le reste des commissions. Ok? Donc voilà un peu comment le restaking fonctionne de façon générale. D'accord? Donc il y a plusieurs autres types de restaking. Je vais prendre cet autre exemple-ci. Donc, où tu es ici, tu as ton Ethereum, tu vas bloquer sur Lido Finance. Lido Finance te donne un bénéfice. Tu prends maintenant le Ethereum qu'on t'a donné, tu vas bloquer dans un protocole de Liquid Fee, donc de LSD Fee. Ça, c'est un protocole de finances décentralisées. Et c'est ce que j'expliquais déjà tantôt à ce niveau-ci où on peut avoir des éléments qui vont se mettre au milieu. Okay? Donc, c'est ce qui se passe ici. Tu vas prendre donc ton Ethereum, tu vas bloquer dans un protocole de LSD Fee, donc de Liquid Staking, Finance, donc un protocole de finance décentralisé basé sur Liquid Staking, comme par exemple KelpDAO. KelpDAO, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller bloquer chez EigenLayer et EigenLayer va lui donner les bénéfices et après tu vas avoir une partie et après tu peux avoir également un certain bénéfice en la crypto-monnaie qui est créée par la plateforme d'une certaine façon. Donc, et là, on est encore en train de voir que ici, ça fait 3 revenus que tu as. Le deuxième revenu vient du protocole qui est au milieu parce qu'ils vont avoir leur propre token et ils vont te récompenser. Et il y a un autre revenu qui vient maintenant de EigenLayer. Tu vois que ça fait déjà 3 revenus. Et si on ajoute encore, ça peut encore être des revenus sur des revenus sur des revenus. Et vous voyez comment la finance décentralisée, les protocoles décentralisés, c'est tellement fou ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que la finance classique fonctionne. Quand vous allez sur une banque, il y a une microfinance qui va se créer pour vous vendre des services. Or, les services là sont en réalité, les services d'une banque et une autre microfinance d'un petit start-up peut se créer comme une start-up qui fait peut-être la fintech, qui est associée avec la petite microfinance qui te vend un service. Et ces services-là, c'est les services de la microfinance. Et la microfinance, en réalité, vend les services de la banque. Or, la banque en elle-même vend peut-être les services de la banque centrale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment la chaîne fonctionne de façon normale dans l'écosystème classique. Donc, dans le monde classique, voilà comment ça fonctionne. Et dans la crypto-monnaie, il y a également ces mécanismes-là, mais beaucoup plus transparents et on peut vérifier exactement ce qui se passe à chaque niveau. Mais ce n'est pas fini. On peut encore aller beaucoup plus loin que ça. On peut encore avoir les protocoles comme Pendle Protocol où il y a tu stakes, tu vas revenir ici, tu vas aller dans un protocole ici et on va splitter en deux et il y a maintenant une partie qui sera utilisée pour le trading et une autre partie qui sera utilisée de l'autre côté et on va te remettre les intérêts du trading, les intérêts qui seront utilisés de l'autre côté pour le yield et on va maintenant également aller staker encore et ce qu'on va staker va encore te générer des revenus. Donc on peut aller tellement plus loin et il y aura tellement de choses, tellement on peut monter. Donc vous comprenez comment au fur et à mesure que l'écosystème avance, il y a beaucoup de choses qui arrivent et ces éléments qui arrivent là peuvent parfois être des intermédiaires simplement pour les protocoles existants. On crée des intermédiaires et ces intermédiaires-là, pour pouvoir exister, vont mettre leur propre token et leurs tokens peuvent être des bénéfices pour vous qui peuvent à un moment donné parfois, si ça ne suscite pas des intérêts, ce qu'on va vous donner, ça ne sera pas intéressant, ça va plutôt vous faire perdre de l'argent quand même au lieu d'aller directement d'une certaine façon. Donc, on est quelque part en train de revenir à la finance traditionnelle où il y aura encore beaucoup peut-être des intermédiaires dans les protocoles classiques avant d'arriver dans le protocole vers lequel on veut arriver. Et ces intermédiaires-là grappillent vos revenus. Mais bon, ça peut également vous donner des revenus également au passage parce que si ce sont des protocoles qui connaissent de masse adoption demain, alors ces protocoles vous auraient donné leur token beaucoup trop tôt et vous serez comme ça en train de bénéficier de cette early adoption de ces protocoles d'une certaine façon. Voilà pourquoi les gens sont en train de se positionner sur des protocoles comme EigenLayer, sur des protocoles comme Etherfi, sur des protocoles comme AntLayer, Omni dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui font effectivement du modulaire. Donc quand vous comprenez ça, vous pouvez vous positionner sur ces éléments-ci parce qu'elles fournissent un service qui peut être intéressant dans la chaîne de distribution de valeur.
Et donc, quelques projets dont je vais mettre dans votre radar qui vont dans ce sens-là, bien évidemment. On a déjà parlé de certains dans la vidéo précédente. Il y a d'autres qui reviennent encore ici, comme Blockless, comme Hyperland, comme Lagrange, comme Dorsera. Voilà quelques majeures parties de ces projets qui reviennent encore dans ce qu'on a dit tantôt. Et ces projets-ci sont déjà revenus dans 2 de nos vidéos en l'espace de quelques jours. Ethos, Altlayer, Espresso, Omni, Hyperland, Blockless, Lagrange, Dorsera, Witness Chain. Voilà comme ça quelques éléments que je mets encore dans votre radar aujourd'hui qui viennent un peu donner encore de raison à la liste qu'on a faite hier où on a partagé déjà quelques crypto-monnaies qui allaient dans ce sens. Dis-moi ce que tu penses de ces vidéos. Est-ce que l'écosystème crypto-monnaie devient trop risqué avec ces intermédiaires qui se créent dans le protocole comme on est en train de voir? Mais ces protocoles peuvent quand même faciliter l'entrée dans certains protocoles qui sont beaucoup difficiles. Eigenlayer, je ne pense pas que c'est accessible pour tout le monde. Il faut installer parfois une machine, il faut parfois avoir le cloud, il faut taper parfois certaines commandes et plusieurs personnes ne peuvent pas le faire. Et donc, ces projets, ces services qui se mettent au milieu peuvent être intéressants dans ce sens-là. C'était Elvis Konjo. Dis-moi ce que tu penses. Like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Partage la vidéo si tu as aimé, si tu as appris quelque chose. Partage, like, abonne-toi. Rejoins-nous dans le canal privé pour bénéficier de ces projets et bien d'autres dont on va parler exclusivement dans le canal privé. Ou bien on peut parler avant, discuter avant de faire une vidéo sur la chaîne Elvis Konjo. Abonne-toi sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.